J'arrive. Ah merde, je me suis trompé de générique. J'ai mis Deftones. Désolé à... On va mettre le vrai. C'était bien comme générique en même temps. C'était une petite Ouais, dédicace. sauf que niveau droit. Et voilà. Nouvelle saison, nouveau générique pour Phase B, saison 2. Et on est en live pour enregistrer. On va très synthwave, voilà, très, très doux. On est sur une voiture dans les années 80. On est parti au loin. C'est loin. C'est très KK loin. 2000. KK 2000. Donc KK 2000, c'était le jeu K2000 qui était sorti sur PlayStation 2. Ça, c'est vraiment KK 2000. Bon, ça, seuls ceux qui y ont joué. Ah ouais, j'ai jamais vu ce jeu, moi. Ah ben, Tu me donnes dis-toi presque que tant envie mieux. d'essayer de le trouver. non, fais pas ça. La voiture, elle saute en plus. Ils ont mis des phases de plateforme sur un jeu de voiture. C'est déjà... Enfin, t'imagines K2000 en PlayStation 2, c'était fini depuis très longtemps quand même. Ah ben oui, parce que bon, ça c'est un autre débat que on pourrait faire, enfin un Mais autre quelle sujet. C'était Il une y a eu société. un reboot dans la scène 2000. Donc Non, mais ça c'était n'a rien avant. à voir avec le reboot. C'est juste une société qui avait pas beaucoup d'argent pour acheter des droits et ça coûtait pas cher. Ils avaient acheté plein de trucs des années 80, Miami Vice, etc. Et ils avaient fait des jeux dans les années 2000 et ils étaient tous pourris. Bref, Phase B, saison 2, épisode 1. Voilà, on pourra faire un truc sur les jeux pourris, ça pourrait être rigolo, effectivement. Pour commencer cette année, donc changement de générique, changement un tout petit peu dans la formule, c'est-à-dire que toute la partie où on faisait la playlist et on conseillait des morceaux en toute fin, ça saute pour plein de raisons. Technique, droit, intérêt. Voilà. On dirait que je parle d'un truc de la banque, mais c'est pas grave. On a avec nous Florian. Bonsoir. On a aussi Mathieu. Salut mes petites bitches. On a Sarah, Salut. qui est sur son téléphone. C'est très Oui, parce que j'allais poster le partage du lien Ah, Twitch. ok, alors ça va. Là, j'ai rien C'est dit. très pro en fait. Et Olivier, qui est Salut. resté Denver. Oui. Mais il fait trop chaud pour mettre le... C'est ça. Mais je pense que je resterai Denver toute ma vie. Ah bah oui, je comprends. Rester Denver forever. Oh, un t-shirt Denver forever. Je suis sûr que ça existe déjà. Donc, bon là, les vacances sont passées. On a fait autre chose que regarder des séries, hein, je suppose. Bon ben, pendant ces vacances, est-ce qu'il y a un petit truc qui a retenu votre attention, qui n'est donc pas votre recommandation de cette semaine, Sarah? Alors, moi j'ai découvert un film ce week-end qui s'appelle Le dernier jour du reste de ta vie. Le premier. Voilà. De toute Ouais. façon, vu la C'est fin, l'inverse. Les- voilà exactement le. Les derniers seront les premiers, hein, c'est genre l'effet Goldman que Kildy. ça m'a fait, que je connaissais pas du tout, qui est le premier film avec de Pio dans lequel il y a Pio Marmaille, et c'était vachement bien. Et j'ai chialé ma race, et c'était très émouvant. Et c'est un vieux film des années 2000, hein, je crois, donc du coup j'ai un peu rattrapé. 2008, il me semble. Voilà, j'ai un peu rattrapé après tout le monde, c'était vraiment super. Et je suis en train de lire Madame Bovary, voilà, que Pourquoi je pas. n'avais jamais lu à l'école. Donc, Qui est du beaucoup plus coup, vieux que 2008. qui est beaucoup plus vieux que 2008 et qui me fait sentir vieille aussi. C'est vachement bien, mais j'en parlerai sûrement quand j'aurai fini. Ok, très bien. Et le film, tu l'as vu sur quoi? En Si, Blu-ray. en DVD, Blu-ray. DVD. Ouais. DVD, ok. Très bien, très bien. Olivier. Moi, je vais vous parler un peu de musique parce que j'étais à Rock en Seine la semaine dernière, je crois. C'était la semaine dernière. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour un groupe complètement fou qui s'appelle Emile and the Sniffers. Et alors, c'est pas Emile, c'est pas, c'est A-M-Y-L. Emile. Non, c'est Emile A-M-Y-L. Et c'est un groupe australien de punk et c'est assez fou à écouter. Ça a une énergie de dingue. Pour faire de la cuisine, c'est génial parce que t'es comme un dingue sur toi. En coupant tes légumes et Imagine, t'as les oignons qui t'es en train de pleurer en train de couper des oignons et puis c'est génial.
C'est ça. C'est trop bizarre. Lui, il écoute que des musiques super hardcore pour faire la cuisine. Tu sais, les gens, ils écoutent des trucs calmes, de la musique classique. Lui, il écoute System of a Down. Il est en train de headbanger, en train de couper ses légumes. C'est très drôle. Ça à voir. m'arrive aussi, je peux tout à fait comprendre. J'ai besoin d'énergie dans cette période-là, donc c'est en fin de journée, tu vois, t'as besoin de te remotiver, Ça se défend. de te défouler. T'es pas en train de Et- préparer un brunch, donc... Et voilà, et en fait c'est un groupe qui est vraiment sympa, il y a une belle énergie, ça ne s'arrête jamais, il y a des super morceaux, c'est assez... alors c'est pas très varié parce que tous les morceaux sont à fond, mais voilà, ça délivre vraiment, et il y a une énergie communicative sur scène, la meuf qui lead le groupe est assez exceptionnelle, je sais pas comment elle fait, moi elle m'a crevé au bout de deux morceaux, moi j'étais fatigué pour elle. Mais elle n'était pas du tout. Et elle est super marrante. Elle faisait des super commentaires avec un accent australien de malade. Et voilà, donc moi ça a été vraiment le petit coup de cœur de ce rock en scène là, niveau musique, c'était cool. Et puis sinon, on a eu la possibilité avec les 100 ans de la Warner de rattraper des vieux films. Et j'ai découvert une super comédie de Ernst Lubitsch. Alors ça peut faire peur comme ça. C'est sûr que vendu comme ça, là. C'est un vieux réalisateur, Oui. mais en fait c'est un réalisateur de C'est trop bien, Lubitsch. C'est trop bien. Ouais, en fait les gens connaissent pas, et en fait c'est un réalisateur de comédie qui est très drôle, qui fait aussi des comédies romantiques qui sont très belles. Et j'ai découvert Ninochka, qui est une comédie mais qui est hilarante. C'est-à-dire que toute la salle se pissait dessus, vraiment. C'était très 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 drôle. C'est écrit par Billy Wilder, qui est certainement l'un des scénaristes et réalisateurs les plus talentueux de cette époque-là, et qui a une qualité d'écriture qui est incroyable, et quasiment chaque phrase c'est une vanne. Et vraiment, enfin, c'est à mourir de rire. Et j'ai rarement été dans une salle qui rigolait autant. Et vraiment, je vous conseille Ninochka de Lubitsch, et je vous conseille aussi du même réalisateur de Shop Around the Corner, qui est certainement l'une des comédies romantiques les mieux écrites. Pardon. Qui a été après repris pour faire Vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan. Ah d'accord, ok. Je vois pas du tout le lien entre les deux films. Ok, d'accord. Bon, c'est la même base. Mais... D'accord, ok. Et cette comédie romantique est absolument savoureuse. Ouais, je confirme. Donc je vous conseille ces deux films et la filmo de tout ce réalisateur de ce réalisateur-là, parce que c'est des films qui sont hyper sympas à regarder, quoi. On ressort de là avec le grand sourire, et c'est très 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 bien. Après, Okay. si je peux me permettre, les gens se pissaient dessus aussi parce que la moyenne d'âge était de 90 ans à peu près. Non, c'est faux. C'est faux, il y pour avait la des blague, jeunes. c'est vrai que c'était très drôle. Et j'ai envoyé des amis regarder depuis, et qui m'ont dit, mais en fait c'était hyper drôle, quoi. Enfin, je leur avais un peu survendu le truc, et ils avaient peur un peu, et en fait ils ont trouvé ça hyper drôle aussi. Donc très bien, ça fait déjà pas mal de choses. On a bientôt fini l'émission. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai bossé, j'ai pas eu le temps. J'ai cuisiné un peu, si, j'ai vu des films. Moi, j'ai fait pas mal de rewatch en fait. Et j'ai revu par exemple Les 5 légendes, parce que je suis dans une période animation, et je le réévalue, que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Et en fait, il est super bien, et c'est magnifique, les personnages sont bien écrits. Je veux épouser et plus Jack Frost, pardon. Enfin, il est trop beau et il est trop mignon. Et même s'il est un tout petit peu long, j'ai passé un super bon moment. J'ai aussi vu Le Géant de Fer pour la première fois, qui était très très bien. Enfin, j'ai vu plein de films d'animation, donc si vous en voulez, n'hésitez pas à venir me parler. Du Don Bluth un petit peu là quand même. Ouais, ça c'est le programme de la semaine prochaine. Ouais, ok, très bien. Et Florian? Ouais. Ah. Ça faisait longtemps. Donc oui, cet été j'ai eu des ampoules aux pieds et ça faisait mal, et j'aime pas. Voilà.
Ok, d'accord. Moi, par contre, j'avais profité. T'es sérieux, c'est tout ce que t'avais fait parce que sinon, Non, je suis pas sérieux. Non. Ah. J'avais quand même une reco podcast. Cet été, en fait, j'ai rattrapé une grosse partie des épisodes produits en 2019 et 2020 d'un podcast musical qui est excellent, qui s'appelle Hit Rocks, qui dispose sur un peu toutes les plateformes. Donc voilà, qui est produit par une boîte de podcast américaine qui s'appelle Maximum Fun et qui est animé par deux critiques musicaux et deux mélomanes très très avertis. Donc il y a un journaliste et critique musical qui s'appelle Oliver Wang et il y a une Morgan Rhodes en fait qui est dans l'industrie de la musique en fait puisqu'elle s'occupe de la supervision musicale pour pas mal de films et de séries. Donc ça a été à la supervision musicale entre autres d'Insecure. Et chaque épisode, en fait, ils ont un invité pour parler d'un album qui est classique ou d'un album qui leur tient à cœur. La sélection est très 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 pointue, mais franchement, ce qui est très intéressant, c'est que ils alternent en fait entre des journalistes, des animateurs, enfin des gens qui sont un peu moins connus et des artistes indépendants. Donc à un moment ils ont fait venir Michel Ndjoselo, ils ont fait venir Raphaël Sadik pour parler de Earth, Wind & Fire. Donc il y a certains invités relativement de marque en fait qu'ils arrivent à avoir. Raphaël Sadik. Ouais, ils ont invité Patrice Rushen pour parler du premier album de Minnie Riperton et tout. Donc c'est vraiment des conversations qui sont très très axées musique et qui sont très qualitatives et elles ont pour point commun, en plus d'avoir des goûts qui sont très certains et de pas se limiter que à la soul, au funk et au rap, mais aussi d'avoir quelques albums de rock, quelques albums de folk, mais toujours rester dans quelque chose qui soit vraiment très quali et très très incontournable dans chaque genre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les conversations se tournent à la fois vers l'artistique et aussi ce que l'invité, en fait, quelle est la relation tout petit peu de l'invité à cet album. Donc c'est pas forcément les albums les plus connus ou les albums les plus légendaires des artistes qu'il couvre. Donc c'est un podcast qui a été arrêté en 2021, donc il y a à peu près quand même 250 épisodes de genre 40 minutes, 1 heure. D'accord. C'est vraiment très pointu, mais c'est vraiment très intéressant en fait. Moi et ça surtout, le grosse qualité, c'est que ça donne vraiment envie de découvrir ces albums lorsqu'on ne les a pas écoutés. C'est quand même le principal dans un podcast comme ça. Si tu n'as pas envie de découvrir, c'est qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot, je trouve. De mon côté, cet été, j'ai beaucoup joué. J'ai été pas mal au cinéma. Voilà, c'est quand on a un cinéma qui est pas très cher et pas très loin et qui passe les gros films. Et ce que t'as envie de voir, c'est cool. Et de tout ça, j'ai retenu les Tortues Ninja, qui était vraiment très très cool niveau animation. J'en parlerai à un autre moment parce qu'ici le sujet c'est retour à l'école, la rentrée et l'école. Donc j'aurais pu me raccrocher un petit peu vu le scénario, mais ça aurait été un peu tiré par les cheveux. Puis j'ai Mission Impossible 7, qui moi j'étais vraiment très très content parce que c'est tout ce que je demandais, un film il y en a qui aiment pas et je m'en fous, film d'action qui va vite, qui envoie partout, qui était drôle, j'en demandais pas plus. Vraiment le film, tu mets le cerveau de côté et c'est très très bien comme ça. Mais est-ce que t'as pas trouvé que ça manquait un peu de l'âme de Mission Impossible? Parce que moi j'adore Mission Impossible, je vais tous les voir et j'attendais vraiment celui-ci avec impatience. En plus, moi, j'aime bien Tom Cruise dans ses films, voilà. Mais je trouvais que vraiment, ça manquait de tout ce côté un peu, gadget. Enfin, tout ce qu'on aime bien dans Mission Impossible. Et là, ça l'a un peu transformé en film d'action sympa, tu vois. Ouais. Mais, enfin, pour moi, c'était pas Mission Impossible. Et bon, le dernier tiers était chouette. Moi, ça me gonfle maintenant cette manie des films qui sont en deux morceaux. Oui, là. C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être parce qu'il y a la deuxième partie qui fait qu'ils ont peut-être changé un peu la dynamique. Ouais, mais tu vois, je cherchais tout le temps des petits trucs un peu, tu vois, des gadgets, des machins, et je trouvais que ça manquait vachement, quoi. Ouais, il y avait moins ça. Il y avait quand même le côté technologique, et puis bon. Moi, je trouve que le côté technologique est quand même pas du tout bon dans le film parce que c'est justement, moi, je trouve que l'AI, on l'oublie très vite et elle est utilisée au début dans une super scène avec le sous-marin
où là je me dis ouais, là c'est c'est un super méchant, quelle belle idée. Et puis après, plus rien quoi. Mais je reste convaincu que c'est le fait de l'avoir découpé en 2 parties qui fait cet effet-là. Et que la deuxième partie, en fait, voilà, c'est le même effet qui j'avais trouvé le dernier Spider-Man, j'ai été aussi le voir. Et la façon il se termine en énorme cliffhanger, j'avais envie de tout détruire, quoi. C'est vrai que c'est chiant, ce côté de faire des films qui sont peut-être à la base, je dirais pas trop longs parce que non, c'est pas vrai, mais de prévoir un truc où on va couper n'importe comment parce que finalement c'est trop long ou parce qu'il y a une autre raison, et puis on se retrouve avec des films qui vont durer 4-5 heures, et pour pas que ça dure 4-5 heures, on les coupe en 2, et parfois on les coupe pas bien, ou on répartit peut-être pas bien il y a peut-être un problème d'équilibre dans tout ça, mais en dehors de ça, moi je me suis marré comme un con, juste parce que c'est horriblement réalisé, quoi. C'est vraiment... Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup. Je pense qu'après Fallout et justement, moi, j'ai un gros problème avec la grosse séquence à Paris dans Fallout. Moi, je trouve que la séquence à Rome a totalement marché sur moi. Je l'ai vu en IMAX. À Rome, avec la Fiat, machin, je me suis éclaté sur cette séquence. Mais même en IMAX, Et après, c'est vrai qu'il y a des longueurs, mais moi, je trouve que justement le MacGuffin de cette intelligence artificielle, par rapport à l'ensemble des blockbusters où en fait on demande une énorme suspension d'incrédulité, j'ai quand même trouvé que Macquarie s'en sortait quand même pas mal pour définir le danger. Parce que ça me fait, pour n'importe qui suit un tout petit peu le sujet de l'intelligence artificielle, il y avait un gros truc, que ça soit un gros problème, que ça soit des gros sabots, et j'ai trouvé ça assez réaliste par rapport à un film Mission Impossible. De Mission Impossible, j'attends pas du réalisme en fait. Donc Mission Impossible, c'est des missions impossibles. Donc là c'est juste un show, c'est juste un Tom Cruise show avec des entrecoupés de champ contre champ absolument dégueulasse, où il y a que des gros plans qui sont illisibles. Mais tu attends pas de Mission Impossible que ça soit un Tom Cruise show en fait? Ah bah non, excuse-moi, Mission Impossible, pour moi c'est une équipe, c'est des gadgets, c'est des trucs. Une équipe depuis le 4. Tu vois, là je l'ai plus senti sur celui-ci que c'était un Tom Cruise show. Avant, on avait quand même effectivement davantage de l'équipe. J'ai pas dit que j'avais aimé les précédents, hein, donc ça veut pas dire que juste quand tu me dis que c'est plus une équipe depuis le 4, c'est que en fait j'aime pas les films depuis le 4, donc peut-être. Moi après là-dessus, moi je suis vraiment Tom Cruise, éclaté, mais je l'aime pas, donc c'est un peu compliqué quand même à un moment donné. C'est sûr, là, ça aide pas. Mais pour l'instant, celui que je trouve encore le meilleur pour l'instant, c'est Rogue Nation. Voilà, pour moi c'est un qui est vraiment très très bon. C'est Protocole Fantôme. Et là je suis en train de tous les refaire. Justement, j'ai profité ici de tout ça. Je me suis dit je vais tous les refaire. Et en fait, ça te met le dernier dans une autre vision en fait, parce que il y a des choses. Le 1, je me rappelais vraiment bien. Le 2, un peu moins, pour être franc. Et puis voilà. Puis je me dis ça j'avais oublié ce truc là. Et puis le 3 c'est J.J. Abrams, et alors là, si tu veux du truc qui est pas du tout réaliste, tu peux y aller à fond. En fait, moi, c'est ça que j'aimais bien dans cette franchise. Mais si tu regardes le premier, par contre, il est aussi, je trouve qu'il est plus proche du 7 que les autres. Alors, je suis pas un gros fan du 1, mais moi, ce que j'aimais en fait dans cette franchise, c'est que ça changeait de réalisateur à chaque fois, et du coup, tu avais une patte qui était complètement différente à chaque coup. Et en fait, là, le fait que maintenant, depuis 3 épisodes, ou 4 épisodes, ce soit toujours la même équipe, 3, ce soit toujours la même équipe, et qu'en gros, on a l'impression que Tom Cruise a enfin trouvé son yes man capable de faire tout ce que Tom Cruise a envie. Moi, ça me dérange un peu parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir le même film qui devient de moins en moins Mission Impossible. Et c'est un peu, moi ça me gêne, quoi. C'est-à-dire que je suis pas du tout sûr d'aller voir le prochain parce que en fait, je me dis que ça va être la même chose, quoi. Donc c'est lequel, celui où il y a le double coup de poing de Henry Cavill? C'est Ghost Protocol? Non, c'est c'est Fallout. C'est Rogue Nation. Non, c'est Fallout. Non, c'est Fallout. Fallout. Tu as raison, c'est Fallout. C'est Fallout. Moi, j'avais bien aimé celui-là. Parce que... Bref.
On sait Moi, pas le sujet. On pourrait faire un truc sur Mission Impossible. Je vois plus de différence avec les autres films d'action en fait. Il débarque sur le Grand Palais en parachute en fait après en orage. Ouais, voilà. Ils se font frapper par la foudre, c'est bien. Bref, j'ai fait tout ça et puis dernièrement je me suis enfin trouvé un jeu de cartes réel qui ne soit pas sur un jeu vidéo parce que j'ai toujours aimé ça mais j'ai toujours été ralenti un peu sur le côté Magic parce que ça existe depuis tellement de temps qu'en fait te lancer maintenant c'est t'es paumé et là Disney et Ravensburger ont lancé l'Orcana et je suis tombé dedans dès la sortie donc et c'est très très bien. T'as fait la danse d'Orcana. Exactement. Moi, je collectionne les cartes autocollants Auchan, donc si vous en avez, n'hésitez pas à m'en envoyer par la poste. Je passe une commission ici. Ok, d'accord. Il te manque lesquelles? Beaucoup trop encore. Il les a presque toutes, sauf la grise. Pour ceux qui connaissent la chanson. Hein, non, personne de là. Non, c'est Picard, chanson belge. Non, mais c'est parce que j'ai pas de voiture. Psychopathe. Ah. Non, c'est pas Psychopathe, c'est bref, c'est une chanson de Fatal Picard et ah oui. Schizophrène, voilà, c'est ça. Schizophrène, tu vas trop vite. Alors, on va passer au sujet parce que ici on essaie aussi cette année de globalement avoir un sujet, peut-être pas à chaque fois, mais ici il faut tester, on va le tester dès le premier, qui est donc le retour à l'école, d'où le fameux désolé Florian, mais voilà, back to school, hein. Désolé, moi tu me dis back to school, je pense à ça. Voilà. Ça ou School's Out de Alice Cooper, ou enfin il y en a tout plein. Quand j'ai dit le sujet, j'ai plein de chansons, j'ai plein de BD, j'ai plein de trucs. L'école c'est assez facile à trouver, mais ce ne sera pas ça. J'aurais pu faire un sujet là-dessus, mais non. Sarah, qu'est-ce que tu nous as apporté qui a un rapport avec la rentrée, l'école, etc. Si tu coupes ton micro. Oui, c'est bon. Attends, en fait, il faut que j'éteigne le ventilateur et que je unmute en même temps. Beaucoup de choses à faire. Alors, moi, j'ai beaucoup hésité, en fait, pour la petite reco, entre deux films. Un que j'ai revu pour la première fois depuis très longtemps, dont je ne me rappelais plus, qui est Le Cercle des Poètes Disparus. Et j'avais vraiment envie d'en parler, mais bon, du coup, j'ai passé outre. Et je suis restée sur un film qui m'a énormément plu à sa sortie, et pareil, que j'avais pas revu depuis un petit moment, et donc que j'ai pu revoir. Et c'est School of Rock, ou Rock Academy pour la France, évidemment, avec un nom anglais, bien sûr. L'école de la pierre au Québec. L'école de la pierre. avec Jack Black. Alors c'est réalisé par Richard Linklater, je savais pas du tout que c'était Linklater derrière, à qui on doit notamment Génération Rebelle. Je le savais, c'est quasiment pour ça que j'ai failli le prendre, donc j'ai pas pris ça. Yeah. Alors, oui. Florian, par exemple, tu feras gaffe à ne pas te rapprocher trop fort parce que tu deviens une planète, te tue Saturne. Voilà. Donc Linklater, on lui doit aussi la trilogie Before Sunrise, Sunset, Midnight. Et moi, surtout plus récemment, il m'avait beaucoup marqué avec Boyhood, qui était vraiment super. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout fait le rapprochement avec School of Rock. School of Rock, c'est sorti en 2003. Et je dois dire que ça n'a pas pris une ride. Là, pour l'avoir revu, franchement, j'ai été très agréablement surprise. Donc c'est l'histoire de Dewey, interprété par Jack Black, qui est un chanteur, guitariste... Ouais, Dewey, c'est hyper grand en plus. C'était vraiment un prénom de personnage des années 2000, ça, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne s'appelle Dewey, quoi. Enfin, c'est... À cause peut-être aussi de Malcolm. Peut-être de Malcolm. C'est pas dans Scream aussi qu'il y a un mec qui s'appelle Dewey? Non. Le héros de Walk Hard, c'est Dewey Cox, je crois qu'il a retiré le nom. Ah ouais. John C. Reilly. Oui, bon, sinon il y a aussi dans les DuckTales, mais bon, après... Ah oui, bon, c'est encore autre chose, quoi. Donc Dewey, il est chanteur, guitariste, compositeur dans un groupe de rock. Il se fait virer de son groupe parce que justement c'est un gros loser, c'est un gros has-been, et en bon archétype du loser, en plus il vit en coloc avec son pote d'enfance avec qui ils avaient un groupe quand ils étaient ados. Le pote est devenu adulte, donc maintenant il bosse, etc. Et il vit aussi avec la meuf de son pote. Donc Dewey, lui, clairement c'est le stéréotype du rocker un peu loser, il vit dans une espèce de piole dégueulasse, vraiment à l'hygiène douteuse, avec un vieux van tout pourri qui marche à
peine. Et évidemment, il est en galère de thunes parce qu'avec son groupe, déjà, il rapportait rien. Et en plus, là, du coup, il a plus de groupe non plus, quoi. Il doit payer son loyer. Donc, il va se faire passer pour son coloc auprès d'une école dans laquelle, par des circonstances un peu douteuses, il va être embauché en tant que prof remplaçant. Évidemment, c'est une école qui est privée, hyper prestigieuse. Et donc, il va se retrouver avec une classe de collégiens. Je pense que c'est des 6e ou des 5e parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment petits, quoi. C'est des élèves qui sont très sérieux, très guindés, certainement avec des parents de droite, et ils subissent du coup une très grosse pression parentale pour être les meilleurs, les premiers, avec des bonnes notes. Il y a de vrais ils sont tous en uniforme, ils ont aucun moyen d'expression, et donc c'est là que Jack Black, son personnage, va rentrer en piste avec une personnalité complètement farfelue et tarée. Il est plein d'énergie. Et il va se donner pour objectif, parce qu'évidemment il a postulé en tant que prof, mais il y connaît rien, il va essayer de créer un groupe de rock avec la classe. Il va les faire participer à un concours qui s'appelle Battle of the Bands, qui là aussi pareil, c'est un pur produit des années 2000, parce que c'est des choses qui existaient aussi notamment en France avec des plateformes comme Emergenza, qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Et donc ce concours permet de faire gagner une somme d'argent et d'élire le meilleur groupe de la région. Alors bien sûr, chacun des gamins va sortir un petit peu de sa coquille, vont commencer à avoir une vraie personnalité, à s'exprimer, à être hyper créatifs, contrairement à tout ce qu'on leur apprend à l'école. Alors, moi j'ai choisi ce film parce que c'est pas un film révolutionnaire, hein. Quand on lit le pitch d'ailleurs, on se dit même ça a l'air un peu pourri, ça a l'air un peu naze. C'est le sister act du rock, quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu déjà vu, mais Jack Black, en fait. Alors, il faut aimer ses mimiques et sa façon de jouer très cartoonesque, son énergie un peu lourde parfois. C'est ce qu'on lui demande, voilà. C'est ce qu'on lui demande, mais c'est vrai qu'il est à 1000 à l'heure dès les premières scènes du film. On ne s'ennuie pas une seconde, et puis on se prend vite aussi d'affection pour le personnage, pour toute la passion qu'il dégage, en fait, pour la musique, pour le rock, et on sent même à travers le personnage que c'est vraiment Jack Black qui joue un petit peu aussi son propre rôle, quoi. Ouais. Et bien sûr, les péripéties des gamins qui vont vivre, elles sont très attendues, les gamins sont stéréotypés, mais voilà, on passe un super moment avec eux. On est à la limite de l'euphorie insufflée par Jack Black. On a envie de prendre une guitare et de la casser sur les murs et de hurler et de sauter dans la foule comme il fait lui, comme quand il slame dans ses concerts. Donc voilà, alors je parle beaucoup de lui, mais c'est vrai que même les élèves sont vraiment sympas, ils ont une vraie présence, ils ont chacun un petit truc un petit peu, ils sont vraiment bien comment dire, portrayed, ils sont bien joués, caractérisés. Et c'est vrai que même s'ils sont stéréotypés, ils sont quand même c'est des petits gamins prodiges, ils ont des petites punchlines sympas, et puis au final avec Jack Black et l'ensemble de la classe, il y a une vraie comment dire, tout est très cohérent, quoi. Ça forme un vrai ensemble, comme un groupe de musique. C'est très rythmé, c'est hyper drôle. Et puis il y a aussi une des meilleures bandes originales des comédies pour l'époque, des années 2000, parce que notamment on retrouve des morceaux qui vont être appris par les gamins, qui vont aller des Doors aux Ramones, les Clash, Led Zepp, voilà, il y a des groupes incroyables. C'est vraiment une school of rock en fait pour eux. Et puis ça fait plaisir aussi de découvrir et de revoir une comédie avec une bande-son comme ça un petit peu différente, parce que ça reste assez rare. Je pense que c'est cool aussi en tant que spectateur de regarder ça avec des jeunes enfants, parce que c'est vraiment bon enfant. C'est sympa aussi pour commencer sa culture rock. Enfin, moi je sais que si j'avais eu des gamins, quand j'en aurai, si j'en ai, probablement ça fera partie des films que je voudrais regarder avec eux, voilà, pour leur inculquer de façon un peu drôle l'histoire du rock, quoi. Donc c'est dispo sur Paramount+, là. C'est pas très long, hein, je crois que c'est 1h50, un truc comme ça se regarde vraiment très vite. Et je sais que j'ai vu qu'il y avait une série qui avait été adaptée, et j'ai pas du tout vu je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que j'ai quand même ça va pas être aussi bien que le film, hein, mais il y a aussi un truc à Broadway, je pense, et si je me trompe pas, Andrew Weber qui s'est occupé de ça. Ah oui, ça m'étonnerait pas. C'est vrai qu'ils adaptent tout. Donc très sympa. Donc ouais, ça m'a vraiment fait penser à la rentrée. J'avais envie de moi aussi de me retrouver dans une school of rock, alors qu'à l'époque on avait des cours de musique pourris avec des flûtes pourries pour apprendre à faire des hymnes pourris. Donc voilà, j'aurais préféré être dans la classe de Jack Black. Petit truc sympa, parce que en plus ça, c'est ce qui est rigolo aussi, c'est le côté qu'ils ont été chercher
Enfin, ils ont été chercher. Non, il était là. Mais son coloc, c'est joué par Mike White, à qui on doit le White Lotus. Oui. Et c'est lui qui a écrit le film, en fait. Aussi, donc c'est un scénario de Mike White. Ah, je savais pas ça. Si, et donc c'est pour ça qu'il est là-dedans, qu'il a un petit rôle. Et un truc qui est rigolo, c'est le niveau doublage, parce que je m'intéresse toujours un peu à tout ça. Et au Québec, il y a un des gosses qui est doublé par Xavier Dolan. Pourquoi ? Alors qu'en France, Jack Black est doublé Heureusement par... que je le savais pas, parce que j'aurais pas regardé. Voilà, mais alors... Mais Voilà. Xavier Dolan, il fait beaucoup de doublages. Il faisait par exemple Harry Potter. Oui, mais Ah. voilà, mais ici en tout cas, il était dedans, mais Il a alors, dû ce qui me fait le s'arrêter plus à ça. rire, et je pense que voilà, si tu l'as vu, c'était sans doute en VO, mais si jamais tu dois le voir avec des enfants, tirer vers la VF, et la VF, c'est pas la voix de Jack Black habituelle, qui est souvent Christophe Lemoine, Ah non, c'est qui? Coé, Oh ouais. comme Garfield. Je regarderai en anglais, comme ça mes enfants apprendront l'anglais. Mais après, pour l'avoir vu en français aussi, voilà, pour l'avoir vu avec mes filles, faut le savoir. Voilà, si tu n'entends pas de mimique ou de machin que ça. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai la voix de Christophe Lemoine qui est particulière, qui est dans l'oreille. Et là, tu l'as pas. Tu dis, il y a les petites intonations que tu n'avais pas et ça fait un peu plat. Mais Coé a doublé quelques fois Jack Black. Ouais. Et tes filles, elles ont aimé alors quand elles l'ont vu? Ouais, bah oui, parce que Ça c'est leur a cool. donné envie d'apprendre un instrument ou pas? Bah là, j'ai la plus grande qui fait du solfège et qui veut faire du piano, donc voilà. Donc je sais pas si c'est grâce à ça ou quoi, mais musicalement, on est dedans tout le temps. Donc moi, je le trouve sympa ce petit film. Effectivement, ça fait très film Disney, alors que c'est Paramount, mais ça fait Oui. très Disney. C'est Ouais, peut-être à ouais, cause c'est clair. de Miranda Cosgrove qui est dans les enfants. De ce côté-là, genre c'est Disney Channel en fait en film. Bah ouais, très Ouais, bien. non, mais Donc, vraiment, c'était vachement chouette. School of Rock, et c'est pas l'école du caillou au Québec, hein, c'est l'école du rock tout simplement. Hein. Ah, dommage. Mais bon, ça aurait pu rester School of Rock ici, Rock Academy, tout ça, parce qu'il y avait eu des films avec School Academy. of Rock, je comprends pas pourquoi. Rock Ça marche Academy. bien. Mais c'était l'époque des Sex Academy, Ouais, tous c'est les films Academy, donc... ouais. Star Academy. Non, Ah. non, pas du tout. Peut-être, c'était la même époque, hein, ceci dit. Ça pourrait en fait avoir une raison, effectivement. Ils ont peut-être... ouais. Alors, Olivier. Oui, alors moi pour cette rentrée des classes, je vais vous parler d'un film alors qui parle pas que d'école, mais c'est en partie le sujet. C'est un film qui s'appelle Me and Earl and the Dying Girl, qui est sorti en France sous le titre This is not a love story, qui est un titre quand même qui est beaucoup moins bon que le titre original. C'est un film qui est réalisé par Alfonso Gomez Rejon, donc dont c'est un réalisateur américain qui n'est pas du tout mexicain. Bah, il doit être d'origine mexicaine, mais Je suppose quand même. Hein. oui, Je vais pas dire, mais bon. il est quand même américain, il est texan. Et c'est un réalisateur qui globalement n'a pas réalisé grand chose avant et qui a pas réalisé grand chose après non plus. Donc c'était un peu son one shot. Et on retrouve au casting parmi les jeunes de ce film, on retrouve Olivia Cooke, qu'on a vu dans Ready Player One et qu'on a pu voir aussi dans le très bon film qui était Sound of Metal. Il y a Thomas Mann qui joue le rôle principal, qui lui, pour le coup, on l'a pas vu. C'est un mec que j'ai vu que dans ce film-là, comme R.G. Cyler qui joue son pote. Et pareil, je l'ai pas vu dans grand chose. Je crois qu'il a joué dans Power Rangers en 2017. Donc, mais sinon globalement, voilà. C'est surtout au niveau des adultes en fait qu'on retrouve des noms un peu plus connus. On retrouve notamment Nick Offerman. Ron dans Parks and Recreation. On retrouve dernièrement dans The Last of Us aussi. The Last of Us, ouais. On retrouve Connie Britton, qu'on connaît bien pour des séries comme Nashville ou Friday Night Lights, ou encore John Bernthal, qu'on a vu récemment dans We Own This City, Punisher, et qu'on a connu surtout dans The Walking Dead. Ouais. Et on retrouve aussi, il y a un petit caméo de Hugh Jackman qui fait une voix off dans son propre rôle à un moment donné. Donc voilà pour le casting. Alors de quoi ça parle Du coup, le mi du titre, c'est Greg. Et Greg, c'est un ado, en fait, tout ce qui est de plus normal,
qui s'apprête à rentrer en terminale et en fait ce garçon il a réussi à passer au travers des années lycée en se rendant totalement invisible et en faisant en sorte que tous les clans du lycée l'acceptent sans pour autant qu'il en fasse partie. Donc en fait il connaît l'éthique de tous les clans, il arrive à interagir avec tous ces clans et en même temps il en fait pas partie. C'est quand même un garçon assez solitaire. Mais en même temps, personne lui en veut, donc lui, ça lui va très bien, on le laisse tranquille et voilà. Et donc il rentre en terminale, il se dit que voilà, il va finir son cursus de lycée aussi tranquillement qu'il l'a vécu jusqu'à présent. Et sauf que en fait, cette rentrée, elle sera pas vraiment comme les autres, puisque sa mère va le forcer à rendre visite à Rachel, qui est une fille de son lycée. Et qui connaît pas très bien, qu'il a croisé, à qui il a dit certains trucs par-ci par-là, mais enfin bon, globalement il s'en fout un peu. Sauf que cette fille, elle est atteinte de leucémie, pardon. Et donc lui il la connaît à peine, un peu comme tous les autres lycéens d'ailleurs. Et du coup il se retrouve forcé par sa mère à aller lui rendre visite, et donc il y va entrer dans les pieds. Et puis en fait, petit à petit, à coup de conversation un petit peu cynique et un petit peu ironique, en fait, il va se nouer une amitié entre les deux et qui va se développer en fait au fur et à mesure des traitements de Rachel et en fait cette amitié, elle va mettre un peu le bazar dans le quotidien de Greg en fait. Du coup, il va se retrouver à s'intégrer dans un groupe, il va se retrouver à dénigrer d'autres groupes, et puis en fait tout ça va lui retomber un peu dessus. Donc il va se retrouver dans la peau d'un ado entre guillemets beaucoup plus normal, ce qu'il avait voulu éviter jusqu'à présent. Et sinon en fait le titre anglais mentionne un certain Earl, et en fait il s'agit d'un ami de Greg. Alors nous on le considère comme un ami, mais Greg en fait lui il considère pas du tout comme un ami, mais comme plus un collègue, et avec lequel il fait des films amateurs. Et en fait ils refont ils font des parodies de grands films classiques étrangers. Et c'est assez marrant parce que c'est très précis, c'est très de niche là. Ouais, en fait ils sont tous les deux fans de films étrangers. Et du coup, en fait, à la base, ils avaient plein de potes avec qui ils regardaient des films étrangers. En fait, tous leurs potes, ils en avaient plus rien à foutre, donc ils se retrouvent que tous les deux regardaient des films étrangers. Et donc, ils décident de faire des parodies de ces films-là. Et donc, il y a par exemple Clockwork Orange, qui est une parodie de Clockwork Orange, et en fait, c'est avec des chaussettes. Donc ils refont, il y a la musique de Beethoven avec le verre de lait, mais c'est des chaussettes. Il y a Mort au tennis à la place de Mort à Venise. Il y a Anatomy of a Burger à la place de Anatomy of a Murder. Et le dernier que j'aime bien, c'est Rosemary's Baby's Carrots, qui me fait beaucoup rire. Voilà, donc ils s'occupent tous les deux. Ils sont pas réellement potes, mais ils font des films ensemble. C'est une relation qui est assez qui est assez unique en fait. C'est plutôt marrant. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment l'archétype du film indépendant américain. Il a d'ailleurs gagné le Grand Prix à Sundance en 2015. Mais c'est aussi un film qui joue avec les codes de la comédie romantique et qui le fait avec beaucoup d'humour et d'émotion. La première partie du film, en fait, c'est la partie vraiment plus comédie, qui est un instantané, qui est vraiment très drôle et très féroce des lycées américains, qui sont vraiment décrits comme une jungle dans laquelle c'est hyper compliqué de survivre. Et d'ailleurs, Greg, à un moment donné, il le verbalise, il dit littéralement qu'en fait, sa mission en tant que lycéen, c'est de survivre en évitant de se faire humilier. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de devenir totalement invisible. Et à un moment donné, il décrit aussi le lycée et la fac en nous disant que c'est un passage obligé qui nous oblige en fait à passer des années et des années avec des gens avec lesquels on n'a rien en commun. Et il dit c'est un cauchemar quoi. Donc moi je trouve que enfin voilà, c'est une vision un peu désabusée et en même temps un peu résignée de ces années d'études qui correspond assez à ce que je pensais de ces années-là. Donc je me retrouve totalement dans ce personnage. Et puis en fait, petit à petit, la relation entre Greg et Rachel, elle va évoluer, et puis elle va faire évoluer un peu sa vision du lycée.
et des études. Et en fait, à ce moment-là, le film il va commencer à jongler entre l'émotion et l'ironie. Donc il y a beaucoup d'ironie dans leur dialogue, mais aussi il y a une petite émotion qui commence à se construire et qui va devenir une grande émotion. La fin fait beaucoup pleurer, je vous le cache pas, mais avant on a quand même beaucoup ri et ça c'est quand même, j'aime beaucoup ce mélange. Voilà, donc c'est un film qui est très sympa à suivre parce qu'il détourne les codes de la comédie romantique. Il joue même un peu cruellement avec le public. Je vous dis rien, mais si vous voyez le film, vous allez comprendre tout de suite de ce que je veux dire parce que il y a un moment donné il y a une promesse qui est non tenue et c'est assez dur à vivre. Le film, à sa sortie, il est passé un peu inaperçu et je trouve qu'en fait, il mérite mieux parce que c'est un film qui est vraiment bien réalisé, avec beaucoup de rythme, beaucoup de mouvement dans la partie comédie et qui apprend à se poser au moment où il faut avoir un peu d'émotion. Donc je trouve qu'il y a un bon équilibre. Je trouve que tout ça s'est fait vraiment très intelligemment. La réalisation est vraiment en symbiose avec le texte qui est vraiment très bon. Et puis l'alchimie entre les trois jeunes fonctionne parfaitement et voilà, donc je trouve qu'on sort des clichés du film de lycée américain qui en général s'attardent soit sur les gamins populaires, soit sur les gamins qui sont un peu en marge. Et ben là on s'intéresse à des gamins qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont au milieu, et en fait on s'aperçoit que c'est des gamins qui ont pas moins de choses à donner et qui sont pas moins intéressants que les autres. Et voilà, donc après c'est un film qui est pas évident à faire parce que à regarder, pardon, parce que c'est un film qui aborde de manière très frontale et très cash le thème de la maladie. Donc elle a quand même une leucémie, donc c'est quand même une maladie un peu grave. Ouais. Et donc forcément si on est sensible un peu à ça, ça peut être compliqué à regarder. Mais en même temps, je trouve que ça a rarement été fait avec autant d'intelligence et autant de sensibilité. Et si on arrive à passer ça, justement, on arrive vraiment à avoir un film qui est à la fois très drôle, à la fois très sensible, à la fois très émouvant. Et voilà quoi, c'est un film dont on se souvient. Moi, je l'avais pas revu depuis le cinéma, je l'ai revu là pour le podcast et j'ai repris le même plaisir que ce que j'avais eu au cinéma. C'est vraiment la même sensation que j'avais. C'est un film dont j'avais un très bon souvenir et ça se confirme au revisionnage, quoi. Mais ici, en cherchant un peu pour voir s'il était disponible sur une plateforme ou quoi, et ce n'est pas le cas. En tout cas, il n'est pas. Malheureusement, il est aussi confidentiel sur les plateformes qu'il l'a été au cinéma. Donc. Ouais, et je vois que il fait partie des livres qui ont été bannis par le Texas pour être pour les profanity and being sexually explicit. Ouais. Donc, et alors, la scénariste est l'auteur du livre aussi. C'est Jenny quelque chose, non, un truc comme ça. Je me souviens plus de son nom. Jesse Andrews. Jesse Andrews, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et ben c'est super bien écrit. Et tant mieux que ce soit interdit au Texas. Ouais, effectivement. Donc le titre français c'est This Is Not a Love Story. Sinon c'est Me and Earl and the Dying Girl. Donc voilà, mon conseil d'aller jeter un œil. En tout cas, moi j'ai bien envie. C'est pour ça que je regardais aussi si je pouvais le trouver sur une plateforme déjà de 1. Ouais, après, c'est un film Fox en fait, donc Disney Plus fait les cons avec tout le catalogue Fox en fait. Mais en fait, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit j'ai l'impression de l'avoir vu sur Disney Plus. Et en fait non, c'était un autre film qui avait un peu une affiche dans le même genre. Et j'étais persuadé de l'avoir vu sur Disney Plus. C'était peut-être 500 jours ensemble, non? Non. Je connais celui-à 500 jours ensemble, c'est pas du tout pareil. Mais toi, il y avait le côté. Non, mais l'affiche était un peu. L'affiche pouvait faire penser en fait. C'est vrai qu'ils sont proches, mais non, c'est plutôt par rapport aux trois gosses à un côté de l'autre, enfin 3 ados à un côté de l'autre plutôt. Donc. Mais après, il est vraiment pas cher. Enfin, il y a moyen de le trouver entre 4 et 6 euros sur les différents sites. En fait. Voilà. Prime, Apple, YouTube, c'est 4 mais même en DVD ou en Blu-ray. Hein. Ah oui. Ah oui, moi je l'ai racheté à 4 euros en DVD donc. Ah, effectivement. Florian, de ton côté, qu'est-ce que tu as été chercher du côté de l'école? Eh bien, étant donné que j'ai eu, en fait, pendant très très longtemps, le choix de Sarah était également mon seul et unique choix.
J'ai dû vraiment gamberger pour, on va dire, lui laisser la place, et donc elle a bien assuré sur sa reco. Bravo. Et j'ai trouvé quelque chose d'autre qui a pour thème le retour à l'école, sauf que c'est pas le retour à l'école, c'est le retour à la fac, avec Retour à la fac, Old School, en VO. Oh, et alors, autant Sarah, elle t'a cité des trucs, toi tu viens de citer ça, c'était sur ma liste, et je vais faire non, c'est trop évident. Breakfast Club, non, c'est trop évident. J'en avais toute une liste de trucs qui se passaient à l'école, je fais, c'est trop évident, j'étais chercher un truc, je suis sûr que personne n'aura pris. Enfin, j'espère il reste encore Mathieu, mais, non, mais vu ce qu'il a mis comme je suis super sérieux, je n'avais aucune idée, donc j'ai été dans les trucs les plus obvious, quoi. Mais oui, mais Old School, c'est évident. Voilà, Old School de ce connard de Todd Phillips, réalisateur de Joker et de la trilogie Hangover. Enfin, Hangover, c'est avec l'accent du sud-ouest, sinon c'est Very Bad... Hangover. Sinon c'est Very Bad Trip en français. Oui. Voilà, donc le film il est sorti en France en 2003, il est sorti également aux États-Unis en 2003. De quoi que ça parle? Il s'agit donc un avocat donc bien sous tout rapport, mais un tout petit peu trop accaparé par son taf, qui est incarné par Luke Wilson, qui rentre chez lui pour donc voir sa femme en charmante compagnie, et ce qui l'amène à remettre sa vie en question donc après sa rupture. Donc il déménage et il se retrouve dans une maison, et la dite maison en fait est pas loin, et en tout cas sur le territoire d'un campus assez réputé des États-Unis. C'est une fraternité, quoi. Voilà, et enfin pas loin du terrain d'une fraternité. En tout cas, le doyen de la fac veut réquisitionner ça, et veut réquisitionner sa maison, et donc ses amis, qui sont interprétés par Vince Vaughn et Will Ferrell. Donc Vince Vaughn est un tout jeune papa qui est on va dire un gros franc-parler. Et Will Ferrell, en fait, donc la première scène du film le montre en train de se marier, et donc de faire vœu de sobriété, vœu qui ne va absolument pas tenir sur le reste du film, en fait. Et donc le gros du film va montrer donc ce trio donc de bros un tout petit peu paumés, chacun à sa manière, décider de fonder une fraternité pour donc assurer un tout petit peu la pérennité de la maison du personnage principal, donc incarné par Luke Wilson. C'est honnêtement un film qui fonctionne qui continue à fonctionner très très bien. J'ai appris pas mal de trucs. J'ai appris par la même occasion en fait qu'il était produit par Ivan Reitman, et c'est Ivan Reitman en fait qui a donné sa chance à Todd Phillips en produisant ce film via Montecito Picture Company, et avant ça Road Trip, puisque Road Trip c'est le premier film de fiction de Todd Phillips. Le truc qui est très important à savoir en fait, c'est que Todd Phillips en fait avait une réputation assez sulfureuse en fait dans le milieu du documentaire, puisqu'il a réalisé 2 documentaires en fait avant d'être engagé pour réaliser Road Trip. Et un des 2 documentaires en fait qui devait être diffusé par HBO en 98 s'appelait Frat House, et il documentait en fait la vie d'une fraternité de manière voilà en fait tout le côté sexe, drogue et rock'n'roll en fait dont les parents n'ont pas forcément idée. Et il se trouve que après après on va dire des accusations en fait, et une enquête de HBO pour déterminer si oui ou non le reportage avait été bidonné, clairement en fait ils ont décidé de pas le diffuser parce que c'était trop risqué juridiquement. Et on va dire que Todd Phillips en fait s'est un tout petit peu traîné une réputation de filouteur, et le côté en fait frat boy et le côté de documentation de vie de campus en fait se retrouve à plein pot dans ce film là en fait. Donc il y a toujours pas mal de dérives, et on va dire pas mal de voilà quoi. Enfin, tous les personnages secondaires du film en fait sont très très archétypaux, mais il arrive quand même à les rendre attachants en fait. Donc tu as un Black qui est assez costaud en fait, qui est un tout petit peu un des moteurs en fait de des grosses scènes en fait destinées à faire éclater de rire un tout petit peu le public, mais lui en fait joue vraiment assez bien. Et comme il y a un côté très très anarchique en fait dans Old School,
Ça, c'est quelque chose qui continue, on va dire, à fonctionner, donc que ce soit les dialogues assez provoqués et tout. Mais je trouve, honnêtement, par rapport à Very Bad Trip, en fait, qui est vraiment la trilogie avec laquelle Todd Phillips est devenu un phénomène mondial et donc a pu aussi réaliser les films plus sérieux ensuite. Je trouve en fait que ça fonctionne très très bien. Will Ferrell en fait, il a un rôle assez matriciel qui correspond au rôle, on va dire, totalement starbé de Zach Galifianakis. Donc on voit en fait que dans les dynamiques comiques, en fait, on sent que Todd Phillips a un tout petit peu refait la même dynamique entre Very Bad Trip et Old School. Sauf que ce qui fonctionne mieux dans Old School, c'est que le personnage de Luke Wilson en fait est beaucoup plus attachant en fait, et il est beaucoup mieux défini dès le départ. Ouais. C'est tout simplement en fait un film sur un tout petit peu la crise de la masculinité, des mecs en fait qui sont totalement paumés et qui décident, on va dire, de faire des rosettes en fait avec leur futur parce qu'ils ne savent absolument pas ce qui va se passer faire ensuite. Des rosettes. Oui, faire des rosettes en fait, faire absolument n'importe quoi de leur life. Je connaissais pas cette expression. Je vais l'utiliser tous les jours maintenant. Voilà. J'aime bien. Mais écoute, voilà, c'est cadeau. Voilà, c'est un tout petit peu un langage un tout petit peu fleuri et voilà. Et du coup, c'est très très recommandable, tout simplement parce que Vince Vaughn, c'est un des premiers rôles véritablement comiques qu'il va faire, et c'est aussi un rôle très très matriciel parce que son personnage en fait de bro un tout petit peu grande gueule, etc., c'est quelque chose qu'il n'avait pas exploité dans son premier rôle à l'écran qui était Swingers en fait, qui était plus un film d'ensemble. Il l'a bien exploité après. Et il a très très bien exploité, donc c'est vraiment le rôle de type de Vince Vaughn, c'est vraiment dans Old School en fait qui le parfait vraiment très très fort. La BO est vraiment assez sublime en fait. J'ai été très très surpris de découvrir qu'il n'y avait pas de CD officiel de la BO qui existait. Il y a beaucoup de bonnes sélections. Il y a des apparitions assez sympas, même si c'est anecdotique dans l'ensemble de la réussite du film. Donc il y a Snoop Dogg qui vient faire une apparition à un certain moment. Il y a deux trois caméos assez bien foutus. Mais surtout en termes de casting autour de Vaughn, Ferrell et Luke Wilson, il y a vraiment un ensemble de comédiens absolument stupéfiants. Jeremy Piven en fait qui joue le doyen de la fac, il m'a beaucoup fait rire. Alors il a une tête de doyen quand même. Il a une tête de doyen, mais en fait on le présente aussi comme l'ancien souffre-douleur. Donc il y a déjà en fait un côté vendetta en fait entre Piven et Luke Wilson et Vince Vaughn dès le départ. Donc un tout petit peu comme Very Bad Trip en fait, il y a des scènes qui basculent clairement dans le surréalisme en fait, surtout c'est le genre de film en fait, j'ai l'impression que ça se fait plus, mais il faut vraiment rester jusqu'au générique de fin parce que le film en fait se termine vraiment avec 3 ou 4 séquences dans le générique de fin en fait, donc pour clore toutes les intrigues. Il y en a pas que Marvel qui fait ça. Il n'y a pas que Marvel qui fait ça. C'est ça. Non, mais il n'y a pas que Marvel, mais là ils font terminer le film alors que le générique défile en fait, et j'ai l'impression que c'est un art qui est totalement perdu. Et en plus, je trouvais que ça fonctionnait super bien. Ouais. Et l'autre truc, c'est que même l'incursion en fait de tout le côté surréalisme et cartoon en fait, je trouve fonctionne très très bien parce que on en a quelque chose à faire des personnages. Même avec des accointances un tout petit peu, voilà quoi. Enfin, c'est très hédoniste et vraiment on peut les trouver totalement antipathiques. Mais moi, j'aurais préféré voir une trilogie Old School à une trilogie Very Bad Trip, quoi. Parce que Very Bad Trip, après le premier film, j'étais out, quoi. Mais alors, par contre, on n'aura pas une trilogie, mais si jamais tu veux avoir quelque chose qui est un peu dans la même veine, qui, je pense, a eu des influences, et en plus de ça, à la production, il y a encore Ivan Reitman. Mais c'est plus vieux. C'est plus vieux parce que là, on est en 78. C'est Animal House, qui est réalisé par John Landis avec John Belushi dedans. Ça se passe aussi dans une frat house. Et là, c'est le bordel sans nom. Je l'ai en Blu-ray, mais pour te dire l'intérêt que je porte à ce film, il est toujours sous blister. Voilà. Ah, mais il faut le voir. Il faut voir ce film-là. C'est un monument de National Lampoons. Il faut le voir.
Voilà, donc ça c'est un petit conseil si t'as bien aimé Old School. Et donc pour les gens qui veulent le voir, tout comme pour la recommandation de Sarah que j'ai bien fait de ne pas piquer, il est sur Paramount+. Il y a un truc qui me perturbe là sur ce film. C'est je suis en train de regarder un petit peu là sur internet et t'as Todd Phillips qui a quand même déclaré qu'il voyait ce film comme une version comique de Fight Club. Ouais, alors non mais je pense que Todd Phillips il va pas bien dans sa tête. Ou alors si le passage du catch dans la piscine avec la boue quoi et le vieux éventuellement. Ouais. Et encore ça va. Non, ça n'a absolument rien à voir avec Fight Club. Il y a pas de héros qui veut prendre ça, enfin qui a des problèmes, des troubles mentaux ou qui veut prendre sa revanche sur la vie. Enfin, Todd Phillips après. Pardon, vas-y. Non, mais je t'en prie. Non, je disais Todd Phillips après son rôle dans le film c'est Gangbang Guy, donc à partir de là. Voilà. Oui, en fait, il se pointe à la porte en fait pour demander c'est ici le gangbang en fait, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'accapare le même rôle du film. Ah, et il y a également, malgré aussi, encore une fois, il y a pas mal de gens qui sont assez controversés, et donc comme je l'ai dit en intro, voilà, vous savez mon opinion sur Todd Phillips, mais il y a également une scène absolument anthologique et assez crue avec Andy Dick qui fait un stage assez particulier en fait pour les personnages des épouses du film en fait. C'est voilà, il faut voir la scène. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Et du côté des filles, des filles, des épouses, des personnages féminins, parce qu'on a oublié de les citer quand même. C'est ça. Il y a Helen Pompeo, il y a Elisa Cuthbert. Elisa Cuthbert, elle est dans tous les films comme ça des années 2000. Tout à fait. Oui, il y a The Girl Next Door. Girl Next Door, exactement. Quoi. Que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que si je le revois maintenant, ça va plus être la même. Il y a Juliette Lewis aussi qui est dans Yellow Jackets. C'est ça, et qui joue la femme, enfin l'ex-femme de Luke Wilson en fait dans la première scène du film. Voilà. Mais c'est aussi un des multiples reproches, c'est que voilà quoi, il y a, je pense qu'il y a aussi une raison pour laquelle les personnages féminins sont relégués à des rôles assez mineurs quoi. À part Helen Pompeo. C'est ça le côté Fight Club. Ouais, c'est ça. Et par contre, ne confondez il y a Master surtout of pas. Puppets dans la playlist du film. Il y a aussi Here I Go Again de Whitesnake qui le joue assez souvent, si je me souviens bien. Dedans, moi j'aime bien ce genre de film, donc je vais le regarder, je pense. Ah oui, il faut, c'est vraiment road trip, etc. dans le genre. Franchement, c'est vraiment des trucs que je mets en faisant d'autres trucs. Puisqu'on est sur puisqu'on est sur la question de la musique, justement, Snoop Dogg fait une apparition musicale en fait, et il y a Papered Up qui est probablement le meilleur titre de l'album dont c'est tiré, qui est Pet the Cost to Be the Boss, qui est la reprise en fait de Eric B. Rakim en fait de Paid in Full, et même l'instrument est meilleur que Paid in Full. Donc ouais, enfin pour moi c'est un de mes singles favoris de Snoop Dogg, donc tant qu'à faire. Par contre, faites attention. Allez chercher du côté du titre, voilà, vous avez tous les noms des acteurs. N'allez pas du côté de Old School, le film français qui est sorti 3 ans avant, parce que là c'est une catastrophe. Avec une espèce de braquage d'anciens élèves d'une école qui s'appelle Old School. Enfin, c'est avec dedans encore, je crois qu'il y a Julien Courbet dedans. Ça a l'air horrible. Déjà quand tu le vois lui dans le casting, fait ok, je vais pas voir ça. J'ai presque envie de voir ça. Moi. Ah non, franchement, Old School, il faut pas. Il y a un truc un peu malsain. Bah, tu nous diras, moi j'y vais pas. Clairement non plus. Non, c'est Ramsey, Kulchen, Smaïn, Elise Moon, Julien Courbet, enfin c'est n'importe quoi. Il est très bizarre ce casting. Ah mais on a pris tout le monde, on a mis ça. Ah non, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est alors lui, elle. Ok, c'est là, bon. T'as quand même cité que des Arabes et Julien Courbet, donc c'est quand même très chelou. Ah non, Kulchen il est pas arabe. Il y a Elise Moon aussi. Bon, je sais pas. Puis bon voilà, mais faut pas confondre, c'est pas pareil. Alors Mathieu, est-ce que tu es prêt? Juste le film dont Florian nous a parlé a fait quand même 7140 entrées en France. Waouh. Je pense que... Mais c'est... Pardon, je reviens sur Julien Courbet, mais c'est Julien Courbeil. Courbeil. Oui, c'est pas Courbet, le présentateur de Sans aucun doute. Ça aurait été quand même non, mais attention. drôle. Ah mais c'est le mec de... Mais c'est pas le mec de Sexy Boys, non?
Non, Non, c'est pas rien à Sexy voir. Boys. Ok. Non, c'est le mec Quelqu'un de de Le Julien ciel, les Courbet. oiseaux et ta mère. Ouais. Ah ouais, Vous vous rappelez de ce film? bien Oui, sûr. oui, malheureusement. Donc, Mathieu. Oui. Moi, on m'a dit un film d'école, donc je vais vous parler d'High School J'ai pas dit un Musical. film d'école. Et non, c'était une blague, je vais pas faire High School Musical cette semaine, promis. T'aurais pu, ça aurait Oui, été j'aurais évident. pu, mais je l'ai déjà fait, donc c'est pas drôle. Bah ouais. Enfin, c'est la blague récurrente. J'aurais pu aussi mettre High School Musical si on avait la playlist, mais on l'a plus. Donc, ça sera pas High School Musical. Mais en fait, cette Rien année... que pour ça, j'ai bien fait de l'arrêter de la playlist. T'inquiète, je suis pas allé si loin. Cette année, je vais vous raconter ma vie, comme d'habitude. Je me suis rendu compte que j'avais pas vu assez de films des années 2000 pour En ados. même temps, de étant cette né époque. en 2000, Et forcément... t'en es en 2000. J'ai vu beaucoup des années 2010 quand ils sont sortis, mais pas des années Ouais. 2000. Et j'avais un pote qui, pour un projet de cours, voulait faire un film, un article sur les blondes au cinéma. Du coup, on s'est tapé une vingtaine Revanche d'une blonde. de films comme ça, dont La Revanche d'une blonde, dont je vais vous parler ce soir. Mais il y en avait plein, il y avait Clueless, il y avait Accro du Nado Shopping, il y avait Mean Girls, mais j'ai choisi celui-là parce que ça se passe dans une université. Donc ça rentre dans le thème. Pour moi, c'est un symbole de ce que je n'ai pas vraiment vécu en étant grand, les années 90 et les années 2000, je les imagine comme ça, vraiment. C'est-à-dire avec des mecs un peu cons et des meufs superficielles au cinéma habillées en rose avec un chihuahua dans leur sac à main. Pour moi, c'est cette image-là que parodie High School Musical, etc. Et donc, quand je découvre des films comme ça, je les vois avec beaucoup de nostalgie et ce que ça aurait pu être. Et pareil, quand j'écoute les Spice Girls ou les Backstreet Boys. Sauf que ce film-là a une place un petit peu particulière parce que je me suis quand même vachement marré devant. Et c'est un truc qui m'a fait le plus rire. Donc, La Revanche d'une blonde, ou Legally Blonde en anglais, c'est un film de Robert Luktig avec Reese Witherspoon. Et on pourrait s'arrêter là, hein, concrètement, c'est un film avec Reese Witherspoon. Mais il y a aussi le Luke Wilson dans le film dont vient de parler Florian juste avant. Début des années 2000, Luke Wilson, il était partout. Voilà, et il est très bien dans ce film, il est très mignon, donc ça va. Il y a aussi Matthew Davis qu'on déteste, et qu'on déteste aussi dans ce film. On a vu notamment le rôle de Alaric Saltzman dans Vampire Diaries, j'ai toujours des super références, et j'ai envie de le claquer pendant 8 saisons, dans ce film aussi. Ou Selma Blair, que j'ai eu envie aussi de claquer, mais elle joue très bien son rôle. Tu peux pas la blairer. Oui, exactement. Par contre, aussi dans ce film, et ça c'est un point non négligeable, il y a Jennifer Coolidge qui vole la vedette à chacune de ces scènes parce qu'elle est incroyable cette femme, et elle est incroyable dans ce film. Donc, La Revanche d'une blonde, de quoi qu'est-ce que ça cause ? C'est l'histoire de Elle Woods qui est dans une université, elle est même dans une fraternité dont elle est la présidente, je crois. Et très 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 populaire, elle fait vraiment attention à son image, elle ne pense qu'à ça, avoir une très belle silhouette, une belle manucure, des beaux cheveux, et sortir avec le plus beau garçon. Et ce plus beau garçon, c'est Warren, qui veut devenir avocat puis sénateur. Elle pense que Warren va la demander en mariage, donc elle se fait toute pimpante. Et Warren, en fait, lui annonce que il veut rompre. Parce qu'elle est blonde, et qu'une blonde, c'est bête, et que du coup, s'il veut devenir sénateur, il doit marier une Jackie Kennedy, et pas une Marilyn Monroe. C'est pas Warren, c'est Warner. Warner, on s'en fout, c'est du con, il s'appelle. C'est pas pareil. C'est du con, il s'appelle. Donc, ils rompent, elle est très très triste, et elle va décider de prendre sa revanche, mais pas du tout de se venger de Warner ou du con, comme tu veux, mais de rentrer à Harvard avec Warner pour devenir avocate et prouver à son ex-petite amie et à sa famille qu'elle est très très intelligente et pas juste une blonde superficielle. Ça, c'est la base. Et le film rentre dans tous les clichés, donc c'est jouissif à regarder parce que les clichés sont très très bien faits. Le film est vraiment très 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 drôle, à la fois du comique visuel, il est, je trouve, plutôt bien filmé. Parce que il nous surprend dans sa mise en scène et dans le passage de scène en scène. Et puis même, par exemple, il va réussir à détourner des clichés comme dans tous les films. Du coup, j'en ai vu une trentaine en 3 mois. Donc, il y a toujours les mêmes scènes. Et par exemple, la scène du shopping où elle veut acheter toutes les robes et elle est trop trop contente.
La vendeuse essaye de l'arnaquer en lui vendant une robe de la saison dernière au plein pot et pas en solde. Et elle lui dit ah c'est cette matière-là, est-ce que ça fait ça, ça, ça. Et en fait elle l'arnaque, elle lui dit en gros je suis pas si bête et je sais de quoi je parle quand je parle de mode. Donc à la fois plein de petites scènes comme ça qui cassent les autres films de cette époque dans ce genre-là. Mais c'est aussi un film qui va plus loin que ce qui devrait être. En fait, son but c'est de casser le stéréotype de la dumb blonde. Et en fait, on va se rendre compte que Elle Woods, elle est vraiment pas bête du tout. Elle est très intelligente et elle va le prouver. Et elle va faire tourner en bourrique tout le monde qui l'entoure et devenir une super avocate grâce à ses capacités. Donc son intelligence, mais aussi sa passion pour la mode, les jolies choses et faire attention aux autres, sa générosité, etc. Donc moi je trouve que c'est un très très bon film qui est imprévisible, qui est drôle, même si il a des limites et qu'il a quand même vieilli parce qu'il a plus de 20 ans. Parce que en gros ça reprend le féminisme postmoderne où ce sont des femmes qui sont belles, qui portent des mini-jupes, qui portent des talons et qui l'assument et qui disent si je veux porter des mini-jupes, je porte des mini-jupes. Mais du coup ça a des limites comme le fait que tout le monde est très 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 beau et très blanc dans ce film. Le fait que les femmes âgées, les seules fois qu'on les voit c'est dans des salons de coiffure où quand je dis la diversité est exclue, que ce soit les diversités sexuelles où les lesbiennes et les gays sont vraiment pas très bien représentés dans le film, les personnes noires je n'en parle pas, donc voilà, ça le film n'en parle même pas en fait, c'est pas que c'est mal fait, c'est juste que c'est pas présent. Mais par rapport à d'autres films de cette époque-là, il a quand même très bien vieilli. Je n'ai pas vu la suite, je la verrai peut-être. J'ai encore moins vu le 3. Et même si j'ai écouté la comédie musicale, je ne l'ai pas encore regardé. Mais c'est un film qui casse pas trois pattes à un canard, mais très feel good, qui a quand même plutôt bien vieilli et qui est assez ambivalent. Donc moi je trouve intéressant, avec beaucoup de positifs, un peu de négatifs, mais ça nous montre aussi le chemin qui a été parcouru depuis 20 ans. Dans la représentation de ce genre de personnage très superficiel de la dumb blonde. Par exemple, si vous regardez Barbie, il y a eu des critiques très élogieuses et des critiques très négatives, et je pense que le film est un peu de tout ça, et c'est un peu le même cas de La Revanche d'une blonde qui partage beaucoup de choses avec Barbie. Voilà. Donc je vous invite à le voir, il est dispo nulle part, vous le trouvez en DVD ou... Il est sur Prime, en tout cas en Belgique. Je l'ai pas vu sur Just Watch en France, mais après, si vous avez vérifié sur Just Watch en France, mais là je viens de vérifier et je pense que justement. Mais de toute façon, il revient régulièrement sur Netflix et il est pas compliqué à trouver. Non, en effet. Et il dure 1h30, donc ça se regarde tout seul. Oui, c'est une bonne comédie qui a. Il est en VOD sur Prime ici. Ah bon ben voilà. Attends. Oui. VOD en France. Ah non, en fait, il faut s'abonner à AB1. Et qui veut faire ça? Non, acheter le DVD, ça vous coûtera moins cher. Mais pourquoi? Voilà. Mais pourquoi s'abonner à AB1? Mais c'est ça, tout je savais même pas qu'on pouvait s'abonner à AB1, putain. Ah ben voilà, maintenant vous le saurez. Face à face. Et si ça vous donne pas envie de faire du droit entre ça et How to Get Away with Murder, je sais pas ce que vous voulez. Ouais, en même temps, en prof de droit, il y en a très peu de gens qui sont Viola Davis, quoi. Donc, bon. C'est vrai. Alors, moi de mon côté, c'est un jeu vidéo. Voilà, c'est pas un film, c'est pas un livre, c'est un jeu vidéo. Et qui s'appelle Persona 5 Royal. Je précise Royal parce qu'il y a eu un Persona 5 tout simplement. Et le Royal, c'est la version où ils ont mis tous les contenus additionnels, ils ont mis des sous-titres en français parce qu'ils se sont dit tiens, le public en France, ils aiment bien avoir un peu de comprendre ce qu'on leur dit et pas juste avoir les voix japonaises, parce que c'est un jeu japonais à la base qui est sorti en 2016 sur PS3 et PS4. Donc il y a déjà quelques années, et puis il est ressorti en 2022 sur à peu près toutes les autres consoles hors PlayStation qui ne l'avaient pas encore eu. Et il est arrivé depuis quelques semaines, petits mois, sur le Game Pass de Microsoft. Donc moi c'est un jeu qui me tourne autour depuis un moment. Je dirais j'ai envie d'essayer ça. La durée de jeu me faisait un peu peur, parce qu'il faut savoir que pour finir l'histoire simple, sans faire tous les trucs autour, c'est à peu près 100 heures. Voilà. Donc
il y a de quoi faire. Donc ça me faisait un peu peur, ça me rebutait. Et puis comme il n'était pas encore sorti sur Xbox, je me dis bon, tant pis, j'attendrai. Et là, pouf, ils ont mis tous les jeux de la saga dans le Game Pass. Donc là, j'ai plus aucune excuse, hein, c'est dans mon abonnement. Je vais l'installer. Et pourquoi le lien avec l'école ? Parce que c'est un jeu qui a une dualité. C'est-à-dire que la journée, vous allez être un lycéen qui va vivre sa vie, ici ça se passe à Tokyo, qui va vivre sa vie de lycéen avec des trucs un peu en plus. Il y a un côté un peu simulation sociale, un peu de ce qu'on appelle le visual novel. Je sais pas vous voyez ce que c'est, parce que je pense qu'ici il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais le visual novel, en gros, c'est tu rencontres une personne et puis tu as des scènes de dialogue comme ça assez fixes. Mais voilà, tu vas essayer de discuter avec, essayer de trouver un peu des liens. Mais dans ce jeu-là, c'est pas juste je me balade dans la ville et puis je vais discuter avec les gens. C'est que derrière tout ça, il y a une histoire de persona. Le persona, c'est un concept psychologique de Carl Jung déjà, qui en gros on a la personne qu'on a quand on est là devant vous et puis la personne qu'on est réellement ou qu'on cache. Et là, le jeu va prendre ce côté-là parce que le héros la nuit dans ce qu'ils appellent un espèce de métavers qui est le métanoïa. Il va combattre des criminels en essayant de faire tomber leur persona, en leur prenant leur cœur pour pouvoir justement leur faire avouer en fait leurs crimes dans la vraie vie. Donc c'est assez compliqué, c'est très très japonais là-dessus, c'est très touffu niveau scénario et franchement le scénario est vraiment très très cool. Et nous on incarne en fait le Joker, qui est un peu le gentleman cambrioleur, qui va justement aller dans cet univers-là pour essayer de découvrir pourquoi son lui de la vraie vie a été accusé à tort d'avoir agressé quelqu'un alors qu'en fait il voulait juste défendre une femme qui se faisait agresser par un homme. Et lui, jeune lycéen, il a eu que des emmerdes, un peu de casier judiciaire, il a été renvoyé de son lycée, il est sous tutelle, il va dans un nouveau lycée où vont se passer pas mal de choses étranges, où le réel et le faux, le métavers vont se mélanger tout le long. Quel genre de jeu c'est ? C'est un jeu de rôle, donc un JRPG japonais, le J c'est japonais, parce que c'est très spécifique. Pourquoi ? Parce que là on est sur ce qu'on appelle du donjon, où on va s'enfoncer plus en plus dans le donjon pour essayer de combattre des ennemis plus en plus difficiles qui vont révéler des choses sur la vérité de l'histoire, avec un style très particulier dans le Persona, parce que des JRPG il y en a plein, hein. Final Fantasy en est un par exemple, pour le plus connu, hein, Dragon Quest, etc. Mais là, lui, son avantage, c'est qu'il est quand même très proche d'un univers un peu à la Lynch, très lynchien dans son histoire, dans sa façon de montrer les choses aussi, parce qu'on est un mélange entre un dessin animé qui nous raconte l'histoire, plus le jeu qui va nous raconter l'histoire, et surtout un truc qui, moi, dès les premières minutes, dès l'intro, m'a scotché, et j'ai fait un petit extrait. On est on rentre dans l'histoire, on est avec une espèce de masque, une espèce de loup façon Lupin, dans un casino en train d'essayer de s'enfuir de la police. Et il y a un combat qui se lance, et on a une musique comme ceci. J'ai fait qu'un extrait, hein. Voilà, on a du acid jazz. On a du acid jazz tout le long, du smooth jazz en fond à longueur de truc, et tous les combats en fait sont très pop. C'est pas juste on a une liste de combats, ça explose. C'est très le mouvement punk dans la façon de dessiner les messages qui sont à l'écran, même la représentation des ennemis est très très punk. Et en fait on a, s'il faut regarder juste une vidéo, vous allez voir que il y a des couleurs dans tous les sens, c'est très classe. On a les voix on peut choisir en anglais ou en japonais, plus les sous-titres.
Et c'est pour ça que le Royal est cool, c'est pour le côté sous-titre justement en français pour ceux qui ont un peu plus de mal. Et en fait, dès les premières secondes, on entend cette musique-là et on se dit, putain, je suis tombé où en fait, parce que ça ressemble pas du tout à de la musique de jeux vidéo. Je m'attends pas à avoir ça dans un jeu de rôle. Et en fait, l'ambiance est extrêmement forte, barrée. L'écriture, elle est dingue. Et en gros, dès la première heure de jeu, et en gros, c'est vous êtes à fond dedans, vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. Et là, moi, je suis parti sur, je suis à peine au tiers, selon le site où j'étais vérifié, le How Long to Beat, qui est un super site qui permet de vérifier, de taper un nom de jeu et de dire combien de temps il me faut pour terminer le jeu. Ça te permet de te raisonner, est-ce que j'ai le temps de le faire ou pas. Et donc là, ouais, je suis à un bon tiers et je prends un pied énorme, surtout que je suis pas forcément le candidat pour ce genre de jeu-là. Mais voilà, moi j'avais envie de parler de ça parce qu'il y a le côté scolaire. Et le côté scolaire, qu'est-ce que ça fait ? C'est-à-dire qu'on va vivre le tout, on va avoir des événements... On vit des événements qui vont... En fait, on va rencontrer des personnes, ces personnes-là, on va discuter avec eux, et ça va parfois en fait donner des pouvoirs en plus ou d'expériences en plus pour dans le monde métavers. On va avoir ça en plus. Et aussi, il va falloir jouer sur le temps. Parce que tout le temps qu'on part sur discuter avec quelqu'un, aller dans des activités avec les copains de l'école ou avec d'autres, c'est du temps qu'on perd dans le métavers. Donc il faut aussi jouer un peu sur la stratégie, de dire si je fais ça, je gagne un peu de pouvoir, mais si je le fais pas, mais j'ai un peu plus de temps de l'autre côté, mais je prends aussi le risque que le donjon que je vais avoir va être beaucoup plus dur. Donc il y a vraiment tout un côté simulation comme ça qui au début on est là c'est un peu nébuleux, et puis en fait on s'y prend au jeu, on essaie de gérer un peu son temps comme si on était vraiment le gamin au lycée, de dire ok si je fais ça j'aurai pas le temps de faire ça machin, et en gros ta vie se résume à aller à l'école parce que tu es sous tutelle et avec casier judiciaire, et à te tenir droit, mais en même temps toi t'essaies de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Et tu découvres en fait un complot immense, plus grand que toi derrière tout ça. Et plus ça avance, plus ça a des ramifications dans tous les sens, des trucs bizarres, des créatures étranges, dont un petit chat mignon qui discute avec toi et qui va t'aider parce que lui, il sait comment se diriger dans les donjons. Et dernier point qu'il y a dedans, si ça s'appelle Persona aussi, c'est parce qu'on a les Persona qui sont en fait des entités qui vont vous épauler. Et ces entités-là, vous allez pouvoir les créer vous-même en amalgamant des éléments que vous avez récupérés pendant la journée. Et choisir, cette persona-là, elle fait ça, elle est forte dans ce genre-là. Donc ça permettra de battre ce genre d'ennemis-là qui ont des défauts et des faiblesses et des forces. Et donc il faut un peu réfléchir un peu à tout ça. Il y a un côté stratégique, mais même si ça a l'air très touffu comme ça passe très très bien. Et la musique, elle est juste dingue. Si vous n'avez pas le temps de jouer au jeu, ce que je pourrais très très bien comprendre, juste prenez la BO sur, on la trouve un peu partout, écoutez-la, et c'est si vous aimez le acid jazz, le jazz et un peu le blues comme ça, le compositeur, je l'ai noté, hop, je vais essayer de le reprendre tout de suite. Et hop, où tu es. Merde, évidemment. J'ai changé ma page, j'aurais pas dû. Je vais le chercher tout de suite. S'il veut pas me le donner. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'est Shoji Meguro. Et Shoji Meguro, en fait, il travaillait avec la société qui est donc le développeur qui est Atlus. Et il a fait tous les Persona, il a fait tous la saga qui est autour, qui est le Shin Megami Tensei. Et si vous voulez essayer, c'est sur toutes les consoles et PC. Donc c'est sorti en 2022 sur Switch, etc. Et ouais, ça fait un peu vieillot, c'est pas le plus beau des jeux, mais il a une gueule et une ambiance qui font que on s'en fout en fait. On s'en fout totalement. Voilà. Donc Persona 5 Royal, c'est ce que je vous conseille. Si vous cherchez un jeu qui se passe, là on est en plein dans l'école, quoi. On peut pas plus de ça. Si ce n'est je pensais que tu allais parler de Hogwarts Legacy quand tu as commencé à dire non, parce que je me respecte.
Moi, je m'en fous d'Harry Potter, alors tu sais. Ben justement, c'est pour ça. Donc je me respecte. Shady but true. Ben voilà. Non, franchement, j'ai cherché plein de choses, hein, comme vous. Voilà, moi j'étais parti sur. J'étais parti sur une explication de l'histoire derrière Back to School de Deftones et comment elle a été créée la chanson, pourquoi en fait c'est un truc qui est détesté par Deftones et voilà. J'aurais pu partir là-dessus. C'est une chanson qui est détestée par Deftones ? Parce qu'en fait la version qui a été demandée, c'est le label qui l'a demandé. Ils ont demandé de refaire Pink Maggots et d'en faire un rap rock, rap metal, et alors qu'en fait ils en voulaient pas. Mais comme c'était l'époque de Linkin Park, Limp Bizkit, etc., ils leur disent si tu veux avoir un single qui marche sur YouTube, il faut le faire. Il faut le faire. Et finalement, ils l'ont fait, mais ils ne renient pas, mais ils sont pas très fiers de ça. Non, je savais pas. Voilà, il y a toute une vidéo que j'avais vue sur YouTube là-dessus sur l'histoire, et c'est voilà, mais bon, j'avais tellement de choix, je me suis dit tiens, ça, je suis sûr que personne va aller chercher Persona 5 Royal, personne. Moi, je voulais parler de Battle Royale aussi, mais bon. Ah oui, bah oui. Effectivement, Fallait faire un choix. On peut aller chercher là-dessus. Moi, j'avais une recommandation de clip, mais apparemment on va Moi, je pensais que tu allais parler de Baby One More Time. Non, Olivier également, mais non. J'ai un autre clip sur l'école que je vais recommander en 30 secondes parce qu'il faudrait boucler. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de notre seigneur et sauveuse Missy Elliott ? Non. Donc, elle avait sorti un clip assez fantastique en 2002 avec l'aide de Dave Meyers qui s'appelle Gossip Folks. Voilà, donc pour les gens à qui ça dit quelque chose, c'est tiré de l'album Under Construction, c'est avec en featuring Ludacris dans et je pèse mes mots, un de ses meilleurs featuring qu'il ait jamais fait. Et vraiment la vidéo en fait, c'est étant donné que le thème en fait, ce sont toutes en fait, on va dire toutes les rumeurs qui peuvent courir à l'époque en fait sur Missy Elliott et vraiment sur et il y a une ambiance très très courte il y a une ambiance cour de récré. Le clip se passe vraiment dans une école, il y a énormément de caméos, il y a un chauffeur de bus qui est incarné par DMC de Run DMC, parce que donc juste un mois avant la sortie du clip en fait, Jam Master Jay de Run DMC s'était fait assassiner, donc il y a aussi il y a pas mal de tributes, mais vraiment l'énergie, les chorégraphies de cette vidéo, les costumes, le petit break en fait avec un autre extrait de l'album qui s'appelle Funky Fresh Dressed où il y a une grosse bataille en fait de boules de papier avec un plan génial avec une boule en papier en image de synthèse en fait qui atteint quelqu'un et tout. Franchement, c'est un clip absolument démentiel même sur l'échelle de Missy Elliott et je pense que c'est quelque chose, c'est ce à quoi j'ai pensé avant même de penser au film que j'ai recommandé. Donc Gossip Folks, c'est sur YouTube, allez-y et allez écouter Under Construction aussi après si ça vous dit. Ok, très bien. Non, c'est vrai qu'après des clips, on en a plein. Comme j'ai dit, c'est de niveau musique, là on aurait pu trouver plein de trucs. Il y a Hot for Teacher de Van Halen aussi, tant qu'on y est, mais bon, c'est autre chose comme genre de clip. Il y avait pas un clip 80. De Cher dans un lycée ou dans une fac ça te dit rien, Flo ? J'ai une image comme ça. Bon, peut-être que j'ai halluciné. Après, il y a plein de clips de High School Musical, si tu veux. Oui, bah oui, forcément. Mais bon, ça, c'est quand même une évidence. On a évité... étonnant si ça se passe pas dans un lycée. Ben, c'est ça, effectivement. On aurait pu chercher American Pie aussi, pourquoi pas. C'est vrai qu'on aurait pu parler d'American Pie. J'avais complètement oublié que... Le sujet de l'école est quand même assez simple. Souvent, et puis même surtout dans les années 2000, en fait, c'était clairement la thématique du lycée, de la lycéenne. Ouais, sûrement qu'on relook en lui enlevant ses lunettes et d'un coup elle devient super bonne. Super quoi. Ah oui, cette version-là. Oh, mais tu es super moche! Waouh! Tu es super belle sans tes lunettes! Incroyable. C'est comment encore celui-là avec. Merde. Je fais le truc avec Kiss Me en plus de ça dans la musique. Moi je vois Princesse malgré elle. Non, c'est pas Princesse malgré elle. Oui, mais c'est avec. Bah d'ailleurs, c'est pas avec Josh Hartnett? Non. Je sais plus. Attends, c'est en fait le film s'appelle Kiss Me, mais en français comment c'est? Ah, mais c'est pas grave, je ne le retrouverai plus et She's All That, voilà. She's All That et c'est avec comment voilà.
Je retrouverai plus le nom, mais c'est pas grave. Josh Hartnett, non, c'était Ah oui, non, c'était Faculty. avec Freddie Prinze Jr. Voilà. Josh Hartnett, C'est The Faculty. justement... Ouais, Josh Hartnett, c'est The Faculty. Mais c'est Elle est justement trop bien, à cette scène que je pense dans Elle est trop bien. Et d'ailleurs, elle elle joue descend des après escaliers. dans le clip de Marilyn Manson, Tainted Love, qui est aussi dans ce film. Bon. Il y a effectivement une scène en fait avec un clip de Usher qui est le tout premier clip qu'il a sorti qui s'appelle Can You Get With It, mais en fait le début se passe dans une école en fait et c'est Puff Daddy qui vient le chercher et voilà, et Usher fait l'école buissonnière parce que voilà, c'est le rêve de tout un chacun de faire l'école buissonnière. Ouais, mais c'est pas tout le clip se passe pas dans une école en tout cas. Ah, ok, bon bah écoute, j'ai dû halluciner je pense. Merci. Ok. Voilà, et puis c'est vrai, après le niveau film, je pense que tout le monde aurait pu penser avec justement le Breakfast Club parce que c'était évident. Voilà. C'était tellement évident que j'y ai même pas pensé moi. Mais justement, c'est ça. Et j'ai eu à un moment donné un pump up de volume avec Christian Slater qui est passé. Mais, alors qu'on aurait dû faire un flic à la maternelle. Mais bon. Oui, on l'a déjà fait. On a déjà fait ça. On fera plus. Allez. Bon, on a terminé ici ce Phase B, donc le premier épisode de la saison 2 avec son changement un peu de format. On espère que ça vous plaira. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci à vous 4 et à bientôt. Salut. Des bisous. Bisous.